Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 32 du podcast Ma semaine Star Wars. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, de mon côté, ça a été une semaine bien occupée, bien chargée, mais quand même une belle semaine. Donc aujourd'hui, je suis prêt à vous parler de notre lecture de la semaine, qui est les numéros 25 à 28 des Knights of the Old Republic. Puis aussi, on va avoir avant ça une petite nouvelle nommée Interférence. Mais comme on fait toujours, avant de se lancer là-dedans, je vais vous faire un petit retour sur ma dernière semaine. Puis j'avais une petite information à vous transmettre avant d'aller plus loin dans l'émission. J'ai pris le temps, suite aux événements qui s'est produit pour certaines pages Facebook et Instagram qui ont été fermées par Meta sans aucun avertissement parce que dans leur nom, ils semblaient enfreindre certaines règles de ces plateformes-là en utilisant un nom qui est réservé, si on veut, là, Star Wars. Donc, j'ai décidé de suivre un peu le bal comme tout le monde, puis de prendre 2 petites minutes pour aller renommer ma page Facebook et Instagram Ma Semaine SW, évidemment, pour Star Wars. Donc, si jamais vous voulez retrouver ces pages-là, recherchez plutôt Ma Semaine SW, puis vous ne devriez pas avoir de problème pour les trouver. Donc, c'était une petite mise au point que je voulais faire. Sinon, dans ce que j'ai fait cette semaine, évidemment, j'ai poursuivi l'écoute des épisodes de la série Ahsoka. Cette semaine, j'ai vu l'épisode 4. Je vous dirais que je commence à me demander un peu où est-ce que ça s'en va. Je sais qu'est-ce qui s'en vient, là, sans rien spoiler ou divulgacher, mais je trouve que c'est un peu long avant de se rendre. On dirait c'est déjà l'épisode 4. On sait que dans cette saison-là, il va y avoir 8 épisodes. Puis j'ai l'impression que c'est un petit peu long avant que les choses avancent. Donc, bien hâte de voir ce que ça va nous mener. En tout cas, pour le moment, je vous dirais que j'aime ce que je vois. Je trouve ça intéressant, mais j'ai quand même l'impression que je reste un peu sur ma faim, là. Je ne sais pas si c'est moi qui s'est un peu trop excité avec cette série-là, avec tout ce que j'avais lu avant. Mais pour l'instant, je me sens un peu laissé sur ma faim, là. Je ne sais pas si c'est moi qui est un peu dur, c'est rare que ça m'arrive. Mais j'ai hâte que ça décolle, là, qu'il se passe plus de choses, qu'on voit plus d'affaires qui arrivent. Donc, bien hâte de voir qu'est-ce que l'épisode 5 nous réserve. J'ai très hâte de voir ça. Puis comme je le disais, on est déjà à la moitié, donc j'espère qu'il va se passer un peu plus d'affaires rapidement pour la suite, puis que là, c'est moi qui va être jeté à terre. Est-ce que j'en demande trop? Peut-être. On verra. Je suis prêt à donner encore la chance parce que je suis un auditeur quand même facile à combler, là, pour de vrai. Donc, sûrement que ça devrait être intéressant, ce qui s'en vient. Sinon, dans mes lectures, j'ai avancé encore ma lecture du 3e roman de la trilogie Thrawn. Le 3e roman, c'est Thrawn Trahison. Puis, je vous dirais que je suis rendu peut-être aux 3/4 du livre. Ça va bien à date. L'histoire est quand même intéressante. Je vous dirais que encore une fois, ça ne m'a pas jeté à terre. Là. C'est pas l'histoire du siècle. Est-ce que je suis déçu de ma lecture? Non. Est-ce que je m'attendais à plus à date? Je vous dirais que oui. Je vous dirais que j'avais l'impression que ça allait être en plus impressionnant, mais la sensation que ça me donne en lisant ce livre-là, j'ai comme l'impression que si c'était des épisodes un peu, on appelle ça dans les séries filler, là, pour combler entre 2 épisodes plus importants, puis j'ai comme un petit sentiment de ça, là. Est-ce que je suis encore une fois dans le champ? Peut-être. Mais pour l'instant, je suis un peu, pour ça aussi, resté sur ma faim. J'ai pas encore terminé. Il me reste, comme je vous dis, le 1/3 à lire. Donc, peut-être que tout ce qui s'en vient va être vraiment, vraiment exceptionnel. Est-ce que j'en demande trop? Peut-être. Mais tu sais, j'ai tellement été hypé par tout ce qui a été écrit sur Thrawn, surtout au niveau de l'univers Légende que j'ai pas encore lu. J'ai lu peut-être un roman qui touchait au personnage Thrawn, puis vraiment pas beaucoup, juste
un petit peu. Là, c'était comme... en plus, le roman, il se passe très tôt dans la ligne du temps légende. Donc, le personnage n'est pas encore connu du moment où on est dans l'histoire là, de Star Wars. Puis, fait que j'ai pas lu grand-chose du côté légende. Mais supposément que la série qui se passe après le 6e film est exceptionnelle, que c'est un chef-d'œuvre. J'ai l'impression que j'ai ça en tête puis je me dis que ça va être fou. Fait que le jour que je vais être rendu à lire ce roman-là dans le légende, j'espère que je me suis pas trop excité ou over-hypé sur ces romans-là. Mais vraiment, j'ai les apprendre beaucoup. J'ai vraiment hâte d'être rendu là. Puis, vu comme je fais la lecture avec vous au fur et à mesure dans les émissions, ben j'ai le temps de me calmer parce que c'est pas du tout demain qu'on va lire ça. C'est vraiment très loin. Ça va être dans plusieurs mois, peut-être même années. Donc, j'ai le temps de me calmer puis de revenir un peu plus à terre à terre, rester tranquille puis pas trop m'énerver avec ça. Donc, ça devrait être correct quand je vais être rendu là. Donc, c'est pas mal ça que j'ai fait côté lecture et écoute cette semaine. Sinon, avant de commencer l'émission, j'ai reçu un nouveau livre, un nouveau roman. Cette fois-ci, c'est un roman vraiment pour jeunes adultes, là, c'est tout petit. C'est le 3e tome de la série qui est centré sur le personnage de Padmé dans l'univers canon de Star Wars. Le titre, c'est L'espoir de la reine, sorti chez Pocket en français. Puis, juste pour vous donner un peu l'information, le premier roman, le titre était L'ombre de la reine. Le deuxième se nommait Le péril de la reine. Puis là, évidemment, le troisième, comme je l'ai dit, L'espoir de la reine. Je vais bientôt lire ces romans-là, je crois, juste pour découvrir un peu plus le personnage de Padmé Amidala, que j'aime bien comme personnage dans la prélogie, tout ça. Puis même dans la série des Clones Noirs, tout ça, c'est un personnage que j'ai appris à apprécier. Puis d'avoir 3 romans orienté sur elle à 100%, j'ai l'impression que ça peut être très intéressant. Je ne sais pas si vous les avez déjà lus, si je me trompe et que c'est ennuyeux, mais j'ai pas l'impression. J'ai hâte de donner la chance à ces romans-là. Donc, c'est quelque chose qui va s'en venir dans un futur peut-être pas trop loin, lorsque j'ai le goût de prendre une petite pause de l'univers légende puis aller lire un peu plus de canon. Donc, je pense que ça fait le tour pour mon résumé de cette semaine. Donc, on peut se lancer sur notre contenu du jour, notre lecture de Knights of the Old Republic. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler, divulgacher. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Donc, avant de se lancer dans notre lecture des comics Knights of the Old Republic, on va faire une petite pause et on va se lancer dans la lecture de la nouvelle, une petite nouvelle de 4 pages qui a été publiée sur le site de Star Wars dans la section Hyperspace le 29 septembre 2008. Le titre de la nouvelle, c'est Interférence. Si c'est quelque chose qui vous intéresse à lire puis vous ne l'avez pas fait encore, ben sachez qu'il existe une version traduite publiée ou disponible sur le site starwarsuniverse.com, évidemment traduite en français. Donc, je vous invite à aller lire. Moi, je vous invite à aller le lire à cet endroit-là. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai basé mon résumé sur cette lecture-là du site de starwarsuniverse.com. Ce qui est bien, c'est que c'est une nouvelle qui est écrite par John Jackson Miller, l'auteur de tous nos comics Knights of the Old Republic. Puis, la nouvelle se passe pendant, justement, les événements de Knights of the Old Republic. Je ne sais pas exactement, précisément à quel moment, mais je pense qu'à ce moment-ci, de le lire, c'est quand même un bon moment. J'ai regardé un peu à différents endroits sur Internet, puis c'est l'endroit que la plupart du monde le positionnait. Donc, le contexte un peu de cette nouvelle-là, on assiste à une émission de radio pirate faite par le capitaine Goodvalor de la République. Puis son but avec cette émission de radio-là, ben, c'est de semer la confusion chez les Mandaloriens. Puis là, on va voir qu'ils usent de plusieurs stratèges pour essayer de les mélanger, de leur créer des doutes dans leur tête. Par exemple, on voit que le capitaine Goodvalor dit qu'il est en train de tester un nouveau vaisseau de guerre de la République, le Sirocco, nommé justement en l'honneur, ou plutôt,
Je dis l'honneur, c'était quelque chose d'assez tragique. Mais pour se rappeler des événements qui s'est produits sur la planète Sirocco, donc le nom du vaisseau, c'est le Sirocco. Puis là, on voit qu'il leur parle directement sur une fréquence qui se trouve dans leur casque de Mandaloriens. Puis là, il dit qu'il a réussi à obtenir cette fréquence-là avec l'aide de certains Mandaloriens qui ont décidé de changer de camp puis de venir aider la République. Puis là, ben, grâce à eux, il a pu comprendre comment communiquer directement dans leur casque de Mandaloriens. On voit aussi que la République, ou plutôt qu'il dit dans cette fréquence-là, que la République est plus nombreuse et mieux installée. Les Mandaloriens, ils peuvent pas gagner contre la République, c'est certain. On voit aussi que là, il essaie de créer un peu la zizanie dans le groupe des Mandaloriens en leur disant que leur chef actuel se serait autoproclamé après la chute de l'ancien chef durant la guerre des Sith. Évidemment, ici, il fait référence aux événements qu'on a lus dans la série de comics Tales of the Jedi, lorsqu'on voyait qu'il y avait eu un nouveau chef mandalorien qui s'était autoproclamé à la fin lorsque l'autre était décédé. Puis là, on voit aussi qu'il essaie de les convaincre, de leur dire de venez nous rejoindre dans la République parce que notre vie ici, c'est meilleur que la vie de simples nomades mandaloriens. Puis après ça, il s'en va encore dans d'autres manipulations possibles. Il leur dit comme quoi qu'ils ont réussi à libérer le peuple des Okiab des Mandaloriens par la République. Les Mandaloriens, quand ils reçoivent ce message-là, ben, ils ne semblent pas trop connaître c'est quoi ce monde-là, l'Okiabs. Donc, on voit très bien ici que sûrement que le capitaine est en train d'inventer un peu n'importe quoi pour justement les mélanger. Puis là, par la suite, il décide de tenter d'envoyer les Mandaloriens attaquer le monde de Zongorlu. Il décrit, en même temps, il en profite pour décrire leur nouveau vaisseau, le Sirocco, comme étant le plus gros de tous les temps et de l'énorme flotte de vaisseaux et des troupes qui l'accompagnent pour Zongorlu. Donc là, on voit que les Mandaloriens ils décident de se préparer à partir pour Zongorlu. Évidemment, lorsque les Mandaloriens arrivent, ben, ils trouvent rien sur Zongorlu, sauf une espèce végétale inoffensive. Puis en même temps, ils découvrent le poste, l'endroit où était situé le poste radio, d'où les transmissions étaient envoyées. Mais le supposé capitaine Good Valor, évidemment, il n'est pas là. Puis c'est là qu'on voit que finalement, tout ça, cette histoire-là de grosse scène, tout ça était complètement faux. Après un certain temps, il y a une dernière transmission qui est faite par Good Valor aux Mandaloriens pour leur faire une dernière offre pour mettre fin à la guerre. Ils décident de leur dire qu'ils vont partager les taxes des planètes de la République et des voies hyperspatiales présentement occupées par les Mandaloriens. Évidemment, les Mandaloriens, ils vont refuser cette offre-là parce que les Mandaloriens, ben, ça peut pas être acheté. On s'entend. Puis là, juste une petite information comme ça, tout le long de cette nouvelle-là, à certains moments, même, on voit un peu quand les Mandaloriens, ils parlent, tu sais, qu'ils échangent en lien avec les communications qu'ils reçoivent, justement. Puis là, leur chef leur dit, écoutez pas ça, faites fi de ces messages-là. Veuillez laisser les canaux ouverts si vous voulez pas être bombardés par nos bombardements pour rester informés. Bref, on voit un peu ces échanges-là tout le long de ce texte-là. Je vous dirais que la nouvelle est correcte, là, mais sans plus. J'ai pas trouvé que ça apportait grand-chose de plus. Puis même que je me demande si on y revient ou si on y fait référence dans la série des comics Knights of the Old Republic, j'ai pas l'impression, à moins que je me trompe, où j'ai manqué peut-être un panneau où on aurait pu voir ces transmissions-là, mais pour le moment, ça ne me dit rien. Donc, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire à être lu. Mais moi, vous savez que ça existe, puis si jamais vous êtes curieux, ben c'est disponible en plus gratuitement, donc vous pouvez aller lire ça. Sinon, maintenant, on va se lancer dans notre arc de Knights of the Old Republic. Puis le titre de cet arc-là, c'est Vector. Puis ça se situe, ou plutôt c'est fait en 4 numéros, les 25, 26, 27 et 28, donc en 4 parties. Le numéro 25 a été écrit encore une fois par John Jackson Miller, mais cette fois-ci au dessin, puis ça va être pour les 4 numéros, on a Scott Hepburn. Je pense que c'est la première fois depuis qu'on fait l'émission que je vous parle de cette personne-là, donc Scott Hepburn.
Le numéro 25 est paru chez Dark Horse Comics le 30 janvier 2008. Puis les événements de cette histoire-là, comme tout ce qui est Knights of the Republic, se situent dans le temps légende en 3963 ans avant la bataille de Yavin, donc avant le 4e film. Puis, vous allez voir, là, Vector, c'est supposé être un crossover. Donc, il y a quand même une particularité, puis je vais vous en parler très, très bientôt, de toute façon, pendant que je vais justement vous parler de cet arc-là. Donc, numéro 25, ça commence avec la maître Jedi Canilia, qui a une vision. Elle voit des Rakghouls, des milliers de ces créatures meurtrières. Elle sent que les créatures sont contrôlées par quelqu'un dans la force, mais elle ne sait pas tout à fait qui. Puis là, on voit que c'est la fin de tout. Elle ne sait pas si cela se produit maintenant ou dans le futur. On voit en même temps qu'il y a plusieurs personnages qui défilent à tour de rôle. Puis là, c'est comme à différentes époques dans la ligne du temps de Star Wars. Puis ces personnages-là, à tour de rôle, lui dit comme quoi que ça se produit maintenant, donc à toutes ces époques-là. Puis dans les personnages qu'on voit, ben on voit Zen Karik qui lui dit « c'est maintenant que ça se passe ». Après ça, on a Darth Vader qui dit la même chose. Ensuite, Luke Skywalker. Puis un autre personnage que moi, personnellement, je ne connais pas encore. Sûrement que si vous avez lu les comics puis lu les romans de tout l'univers légende puis vous êtes allé loin dans le temps, sûrement que vous connaissez ce personnage-là, mais moi, je vous le dis, comme je n'ai pas encore lu cette époque-là, je ne sais pas c'est qui ce personnage-là. Mais c'est pas mal certain que c'est un personnage qui existe et qui est connu plus tard. Donc, comme vous voyez, un peu la particularité de cet arc, ce crossover-là, Vector, c'est que ça va se dérouler sur 4 époques différentes dans Star Wars. On va avoir la première partie qui va se situer pendant les Knights of the Old Republic. C'est celle qu'on va voir aujourd'hui, les 4 numéros. Sinon, ensuite, on va aller beaucoup plus loin dans le temps. On va être rendu dans une série qui se nomme Dark Times, qui se produit normalement après le 3e film de Star Wars, La Revanche des Sith. Ensuite, on va avoir une 3e partie à ce crossover-là qui va se dérouler pendant la Rébellion. Donc, Rébellion, là, je suis pas trop certain exactement c'est quand. Est-ce que c'est avant le 4e film parce que c'est juste, ou pendant, ou je sais pas, tu sais. En tout cas, l'époque de la rébellion que moi, j'ai pas encore exploré dans Star Wars, donc je sais pas exactement c'est quand. Puis finalement, une dernière partie qui va se passer en lien avec une série qui se nommait Legacy. Puis cette série-là, elle est vraiment, vraiment, vraiment loin dans la ligne du temps. Là, on parle que cette série-là se situe à environ 130-138 ans après la bataille de Yavin, donc après le 4e film. Donc, on s'entend que c'est très loin. J'imagine, je ne sais même pas, Luke Skywalker, il peut-tu exister encore? Je pense même pas. Bref, c'est super loin dans le temps. Puis, c'était un peu le but de cette série-là, ce crossover-là qu'il avait fait pour nous mener à cet événement-là de la série Legacy qu'on va voir dans notre cas, là, si vous restez avec nous tout le long qu'on va lire les romans et les comics légendes, ben d'après moi, ça va être quelque chose comme dans 10 ans. Non, je sais pas. Je niaise, là, mais ça risque d'être très, très loin parce que c'est vraiment dans les dernières choses qu'on va lire en lien avec l'univers légende de Star Wars. Donc, ça va être étrange de revenir à cette série-là, Vector, plusieurs fois pendant ce moment-là, mais quand même, ça va être ça. Fait que là, c'est un gros préambule au principe de l'arc Vector ou du crossover Vector, mais je pense que c'est important de le dire juste pour vous sachiez un peu à quoi vous attendre. Sinon, on va continuer avec justement la suite du numéro 25. Donc là, maintenant, Canilia est convaincue d'avoir reconnu le talisman mûr. Les maîtres Jedi croient que le talisman pourrait se trouver sur Taris dans les souterrains, puis craignant que Zen Karik, qui se trouve justement présentement sur Taris, puisse mettre la main dessus, Lucien décide d'envoyer un de ses agents de l'ombre retrouver le talisman et évidemment retrouver Zen Karik en même temps. Le talisman, juste une petite information encore une fois, le talisman aurait le pouvoir de répandre les Rakghouls comme une peste. Donc, ça permettrait de propager cette genre d'infection-là, de maladie-là qui transforme les personnes en
Ragul, genre de créature super meurtrière, violente. Puis, donc, le talisman aurait cette possibilité-là ou ce pouvoir-là. Puis aussi, il parlait qu'il envoyait un de ses agents de l'ombre. Bien, les agents de l'ombre, c'est des Jedi qui n'existent pas dans les registres de l'ordre Jedi. Ils sont utilisés par le Covenant pour retrouver des objets Sith qui pourraient les aider dans leur mission secrète pour empêcher le retour des Sith. Donc là, on va revenir sur Taris, dans les souterrains. Puis à ce moment-là, on va voir la constable Noana Soares, qui est pourchassée par des Ragul, justement. Puis à ce moment-là, elle est sauvée par une Jedi inconnue. La constable était justement en fuite et poussée de plus en plus profondément dans les souterrains. Puis malheureusement, elle a été mordue. Puis là, la Jedi, ben, elle n'a pas eu d'autre choix que de l'exécuter au moment où elle s'est transformée en Ragul. C'est dommage, là. Mais la constable qu'on avait vue dans les derniers numéros, elle est morte. Puis je ne sais pas si vous vous rappelez, elle avait perdu ses enfants. Puis là, Zane Carrick, avec la gang de Swoopbag, tout ça, avait réussi à lui ramener ses enfants. Ben inquiétez-vous pas. La constable, elle avait réussi à faire évacuer ses enfants de Taris avant ces événements-là. Donc, ses enfants sont en sécurité. Je voulais juste vous le mentionner. Après ça, ben, il y a une autre grosse explosion qui survient à ce moment-là. Puis là, on voit que c'est Zane et Griff qui surgissent. Puis à leur tour, ben, ils sont pourchassés eux aussi par une horde de Ragul. Évidemment, la Jedi réussit facilement à détruire cette horde-là. Puis, mais elle repart aussitôt sur son chemin en laissant derrière elle Zane et Griff. Là, évidemment, Griff, lui, il décide de la suivre, croyant qu'elle pourrait leur montrer le chemin pour quitter la planète. Puis, petit fait cocasse, Zane et Griff sont en fuite à ce moment-là, tout simplement parce que, encore une fois, Griff a fait une bêtise, puis ils ont été chassés d'un village de Outcasts. Les Outcasts, c'est un peuple, j'imagine, qui vit sous Taris, dans les souterrains. Puis, ce que Griff a fait, ben, il aurait laissé la porte de la ville ouverte à un certain moment pour tout simplement aller chercher des crédits qui traînaient à l'extérieur, laissés par des personnes qui ont été attaquées par les Ragul, tout ça. Donc, qu'est-ce qui est arrivé vu qu'il a laissé la porte ouverte? Ben, les Ragul sont rentrés dans la ville. Puis c'est pour cette raison-là qu'ils les ont chassés de cette ville-là. Puis là, évidemment, comme Zane et Griff suivent la Jedi, ben là, on apprend que, en discutant avec elle, on apprend que la Jedi se nomme Céleste Morne. Puis, tout en marchant, ben, ils se mettent à entendre encore des explosions. Puis même que là, quelqu'un semble être en train de creuser, de faire des excavations, de là, les explosions. Puis à un certain moment, ben, il y a une autre explosion qui survient, mais cette fois-ci, le sol sous leurs pieds s'effondre, puis là, les trois chutent dans le trou qui a été formé. Ensuite, Zane se réveille quelque temps plus tard, encore plus profondément dans les souterrains. Puis là, on voit qu'ils sont tombés sur un groupe de Mandaloriens. Puis un des Mandaloriens, ben, c'est Pulsifer, genre de Mandalorien tout en armure or ou jaune brillante. Là. Puis là, on voit qu'il tient dans ses mains le fameux talisman Mune. Ils ont trouvé ce qu'ils sont venus chercher sur Taris. Puis on les voit tous repartir à la surface à l'aide de leur jetpack. Céleste prend un jetpack qui était laissé à côté parce qu'il avait dû immobiliser des Mandaloriens qui les avaient comme aperçus. Bien, elle prend un de ces jetpacks-là, puis elle part justement à leur poursuite. Puis là, on voit que Zane et Griff décident de la suivre aussi avec un jetpack pour la suivre, pour quitter la planète. Le Mandalorien Pulsifer, c'est l'assistant de Démagol qu'on avait vu sur Flashpoint. Donc, juste une petite info comme ça, si vous vous demandiez qui était Pulsifer. Donc, le numéro 25 se terminait de cette façon-là. Nos trois personnages principaux partis à la poursuite du Mandalorien qui a réussi à trouver le talisman. Pour le numéro 26, la deuxième partie de Vector, ben, comme pour tantôt, c'est encore Scott Hepburn au dessin, John Jackson Miller à l'histoire. Puis le numéro 26 est paru le 26 mars 2008 chez Dark Horse Comics. Petit commentaire de ma part en lien avec le dessin de Scott Hepburn. C'est un peu...
c'est vraiment une appréciation personnelle, là, ça n'enlève rien. Le dessin, en général, je trouve qu'il est quand même bien, mais il y a quelque chose qui me fatigue avec certains moments, les visages des personnages. Là. On dirait qu'ils ont la bouche qui décroche, qui est un peu tordue de façon un peu louche. Je sais pas si je suis seul à voir ça, ou si c'est vraiment, comme je vous dis, mon appréciation, mais je n'étais pas trop convaincu à certains moments du dessin de cette série-là, mais c'était un commentaire comme ça, là, mais un commentaire qui vaut pas grand-chose, là. C'est une appréciation, puis ça enlève absolument rien à l'histoire. Puis même le dessin, à d'autres moments, il est quand même très bien, là. Donc, le numéro 26, on revient sur Pulsifer, qui arrive avec le talisman sur le monde de glace mandalorien nommé Jebel. On voit que Zane, Griff et Céleste, ils ont réussi à se cacher à bord du vaisseau de Pulsifer. C'est-tu moi où c'est facile dans Star Wars de se cacher dans un vaisseau sans se faire trouver? Il me semble que ça arrive souvent. C'est un peu ce que je me disais en lisant encore ça. C'est arrivé avec Skint, pas Skint, je pense que c'est Roland. Ouais, Roland qui s'était caché dans le vaisseau justement de Zane à la fin de Flashpoint. Donc, il me semble que ça arrive souvent. Je dis ça comme ça, puis en même temps, je dis rien. Là, on voit que Céleste tente de manipuler Pulsifer avec la force pour le forcer à se débarrasser du talisman. Mais à ce moment-là, le talisman, on voit qu'il commence comme à se transformer. Puis là, il se lance sur Pulsifer, puis il prend possession justement de Pulsifer. Puis là, à ce moment-là, on voit que Pulsifer, il vire un peu fou, puis il tue un de ses membres d'équipage. Puis là, il y a un autre Mandalorien qui arrive puis qui décide d'aider Pulsifer à sortir du vaisseau pour l'emmener dans son laboratoire pour trouver ce qui ne fonctionne pas avec lui. Donc, à ce moment-là, Céleste décide de sortir du vaisseau pour suivre Pulsifer. Par contre, de leur côté, Zane et Griff sont interceptés par un autre Mandalorien qui leur dit de rejoindre le reste du groupe. Là, le reste du groupe, quel groupe? Les Mandaloriens, ils ont libéré tous les prisonniers des Outer Rim. C'est vraiment, les Outer Rim, c'est la zone dans les extrémités, si on veut, de la galaxie. Puis, ils ont tous libéré ces prisonniers-là pour les convertir en Mandaloriens et comme ça, agrandir leur armée. Parce que leur prochain objectif aux Mandaloriens, ils veulent maintenant attaquer Alderaan. Puis ça leur prend une grosse armée pour réussir à faire ça. Là, évidemment, en se déplaçant, tout d'un coup, Griff, il disparaît, puis le Zane se retrouve tout seul. Puis au même moment, il voit passer au loin Céleste. Donc, il décide de partir la rejoindre pour l'aviser que les Mandaloriens, se préparent à attaquer Alderaan. À ce moment-là, il y a un autre Mandalorien qui les trouve, Zane et Céleste, puis qui commence à les menacer de son arme. Mais attention, ce Mandalorien-là, c'est Griff, qui est tout simplement... qui a réussi à se trouver une armure mandalorienne parce que, juste comme ça, pour que vous le sachiez, les Mandaloriens, comme sont en train de se construire une grosse armée, puis ils ont pris tous les prisonniers de différentes espèces, ils ont décidé de fabriquer des milliers et des milliers d'armures mandaloriennes qui vont faire à tous les types des espèces. Puis ces armures-là, sont forgées dans leur grande citadelle de glace. Donc, c'est pour ça que Griff a réussi à mettre la main sur une armure facilement. Puis là, Griff a l'idée de faire croire que Zane et Céleste sont ses prisonniers pour pouvoir entrer dans la citadelle et trouver les enregistrements financiers de Pulsifer. Parce que tantôt, je ne l'ai pas mentionné, mais plus tôt dans ce numéro-là, on voyait que lorsqu'il était à bord du vaisseau, Griff avait entendu Pulsifer parler qui avait les enregistrements financiers de la famille de Lucien Rey, ce qui représente évidemment beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, Griff, lui, il veut absolument mettre la main sur ça. Une fois à l'intérieur de la citadelle, Griff accroche, avec sa maladresse, son arme et déclenche sans le vouloir, et plutôt la déclenche sans le vouloir, donc il se met à tirer partout. Le sol sous ses pieds s'effondre, puis là, il disparaît dans sa chute, puis on ne sait pas où ce qui est parti. À ce moment-là, alarmé par cette explosion-là, il y a des Mandaloriens qui les rejoignent et tout à coup, ces Mandaloriens-là, ils se transforment en Rakghoul. Là, évidemment, Céleste et Zane ils se mettent à combattre les Rakghoul. Puis là, on voit que c'est la peste. Ou plutôt, les Rakghoul sont répandus comme la peste. Mais la maladie se propage beaucoup trop rapidement.
Puis en plus, les Ragouls sont capables d'utiliser des armes, puis ils semblent même être organisés. Normalement, parce que une chose que je vous avais pas mentionnée, puis qu'on voit dans les comics, les Ragouls, c'est des créatures qui existent déjà sur la planète Taris, dans les souterrains. Donc, c'est connu, mais ces créatures-là, ils n'ont pas d'intelligence. Tout ce qu'ils veulent, c'est ils voient quelque chose, ils sautent dessus, ils l'attaquent. Ils sont pas organisés, c'est sûr qu'ils sont pas capables de manipuler des armes. Mais ces Ragouls-là, oui, ils sont capables. Fait que c'est un peu étrange, c'est pas normal. Là, ensuite, Céleste et Zane trouvent une sortie. Puis cette sortie-là se situe au sommet de la citadelle. Puis quand ils arrivent à l'extérieur, là, ils aperçoivent toute l'armée mandalorienne. Puis là, c'est à ce moment-là qu'ils se disent que s'ils font rien pour les arrêter, l'épidémie va se transformer en épidémie galactique. Donc, le numéro 26, la partie 2 de Vector, se terminait de cette façon-là avec les Ragouls qui commencent à se répandre partout sur Jebel. Numéro 27, partie 3. Comme tantôt, John Jackson Miller, Scott Hepburn au dessin. Puis le numéro 27 est paru le 23 avril 2008 chez Dark Horse Comics. Puis là, ce que j'aime bien dans ce numéro-là, c'est que ça commence, là, on voit en gros, c'est écrit Mandorak. Bon, ils ont décidé de nommer, vu que c'est des Mandaloriens qui sont transformés en Ragouls, c'est des Mandoraks. Quand même cool comme nom. Les Mandoraks se répandent partout sur Jebel. Puis là, Zane et Céleste réussissent à sortir de la citadelle. Encore une fois, c'est grâce à une sortie désastreuse et désorganisée de Zane qui a réussi à exécuter ça maladroitement, évidemment. Puis là, c'est à ce moment-là que Céleste ne comprend pas comment que Zane aurait pu être celui qui a tué tous les Padawans sur Taris, tellement qu'il est maladroit, puis qu'il n'aurait pas pu, selon elle, réussir à tuer tous ces Padawans-là. Zane lui dit que ce sont les maîtres Jedi qui ont tué les Padawans et mis ça sur son dos. Puis lui, ce qu'il veut, c'est prouver son innocence et même que maintenant, il connaît le nom de la personne qui dirige tout ça. Puis le nom, c'est Krinda, le nom qu'il avait eu de... je pense que c'était Ranaté, la maître Jedi, qui était morte dans la tour d'observation de Jedi, plutôt la tour du Conseil Jedi. Puis là, Zane avait appris le nom Krinda. Fait que là, il en profite pour demander à Céleste si ce nom-là lui dit quelque chose. Elle lui dit que non. Mais dans ce qu'on voit, en tout cas, dans le comic, au niveau des dessins, on voit que dans son visage, elle semble mentir. Puis même qu'elle mentionne le nom des Covenant. Puis Zane se demande à ce moment-là comment elle connaît ce nom-là. Il trouve ça étrange. Donc là, il décide de se diriger vers le dôme de communication qui se trouve sur Jebel, proche de plutôt dans la tour de communication qui se trouve à proximité de la citadelle sur Jebel, pour aviser la République de l'épidémie de Ragul qui survient. De son côté, Griff, lui, qui est finalement vivant, il n'est pas mort, mais il n'est plus avec Zane et Céleste, il trouve justement un enregistrement de Lucien qui parle du talisman. On apprend que c'est le talisman qui a causé l'épidémie, évidemment, puis que Céleste morte, finalement, travaillerait pour Lucien. Là, on revient à Céleste qui est à l'écart, elle n'est pas avec Zane présentement, elle est dans la tour des communications, puis elle a réussi à communiquer avec Lucien. Puis là, on voit que Lucien lui dit de prendre au plus vite possession du talisman pour le remettre au Covenant, puis ensuite d'éliminer Zane Carrick. Là, à ce moment-là, Zane arrive, une fois que la communication est terminée, donc il n'aperçoit pas cet échange-là avec Lucien. Là, Zane décide de lui prendre le temps de transmettre les coordonnées au vaisseau qui doit venir les chercher, donc le vaisseau de leurs amis. Puis ensuite, il décide de prendre le temps de contacter Casus Fett. Oui, leur ennemi, pour leur dire de ne pas venir se poser sur Jebel parce que présentement, la planète est envahie par les Ragouls. Puis là, Céleste, elle voulait profiter de ce moment-là, normalement, pour tuer Zane Carrick, mais comme elle voit qu'il prend même le temps de contacter leur ennemi pour tenter de pas répandre cette infection-là, cette peste-là de Ragouls partout dans la galaxie, elle se dit qu'il est pas, c'est pas une mauvaise personne, finalement. Là. Fait que là, elle hésite et elle décide de pas le tuer, pour l'instant, en tout cas. Donc, c'est pour ça qu'elle l'a pas tué. Puis là, Zane, par la suite, décide de retourner à la citadelle pour aller retrouver Griff.
Puis là, évidemment, quand il retourne à la citadelle, il se fait capturer par des ragoules. Puis là, il est mené devant Pulsifer. Là, Pulsifer, ce qu'il veut faire, lui, c'est essayer de comprendre le fonctionnement du talisman. Puis pour forcer Zane, qui est un Jedi, il décide de le menacer, de l'enfermer dans les oubliettes. Ça, c'est un objet Sith qui peut enfermer quelqu'un pour l'éternité, puis avec aucune façon de communiquer avec l'extérieur. Mais là, à ce moment-là, le talisman se décroche de Pulsifer, puis les ragoules qu'il contrôlait avant décident de se lancer sur lui, puis il le tue. Là, moi, j'avais dans ma tête, quand je voyais cette scène-là, puis je lisais, je me suis dit, hey, c'est comme la scène dans Le Seigneur des Anneaux, quand que Isildur, on voit que l'anneau quitte le doigt d'Isildur dans la rivière, puis là, il se fait tuer par les orques. Tout ça, bon, okay, peut-être que je suis un peu parti loin, là. Mais on dirait que c'était un peu la même sensation de scène. Je me suis trouvé drôle en disant ça, mais c'est peut-être pas si drôle que ça, finalement. Mais en tout cas. Donc, à ce moment-là, le talisman veut prendre contrôle de Zane, mais Céleste réussit à arriver à ce moment-là, puis elle empêche le talisman de s'accrocher à Zane. Par contre, le talisman qui, justement, détecte Céleste, puis la force qu'elle a dans la force, il s'accroche sur elle. Puis là, maintenant, Céleste est en possession du talisman et peut contrôler les ragoules. Puis même qu'on voit à ce moment-là Griff qui arrive puis qui les rejoint. Donc, la troisième partie se terminait de cette façon-là, avec maintenant le talisman qui contrôle Céleste, quand même assez intense comme moment dans l'histoire. La quatrième partie, le numéro 28, comme encore tantôt, John Jackson Miller, Scott Hepburn. Je vais peut-être arrêter de vous nommer quand c'est les mêmes auteurs, les mêmes personnes au dessin. Je pense que je vais juste vous le dire au premier numéro. Puis sinon, je vous le mentionnerai si c'est un autre. Je pense que ça va être moins répétitif. Le numéro 28 est paru chez Dark Horse Comics le 14 mars 2008. Là, maintenant, on est de retour encore sur la planète Jebel, puis on voit que Céleste, maintenant, contrôle la horde de ragoules. Grâce au talisman, les ragoules conservent leur connaissance et leur talent d'avant. C'est pour cette raison-là qu'ils sont capables de manipuler des armes, parce que comme ils étaient des Mandaloriens avant, ils étaient super bons avec les armes, ils étaient des bons pilotes, tout ça. Donc, les ragoules sont capables de tout faire ça. Ils conservent les talents qu'ils avaient avant d'être transformés en ragoules. Puis ça, c'est le talisman qui leur permet de faire ça. Griff, par la suite, est mené à eux par les ragoules, parce qu'on se rappelle, il venait tout juste d'arriver les rejoindre à ce moment-là. Fait que là, les ragoules l'amènent à Zane et à Céleste. Puis là, Griff informe Zane que Céleste travaille pour le Covenant, pour Lucien Dray. Puis là, évidemment, il l'interroge, plutôt il confronte Céleste, puis elle lui dit que c'est vrai, que leur leader est sans reproche par contre, et que ce qu'ils font est pour le bien de tous. Là, finalement, c'est pas des méchantes personnes, ils sont là pour aider la galaxie. Leur leader se nomme Lady Krinda, le fameux nom que Zane avait entendu de Ranaté. Puis Lady Krinda, c'est la mère de Lucien Dray. Puis là, on en apprend un peu sur Céleste. On apprend comme quoi elle a joint les Jedi dans le passé parce que sa famille, elle avait tout perdu durant la guerre des Sith. Puis elle voulait tout faire en son pouvoir pour empêcher le retour des Sith. Mais comme les Jedi ne sont pas sur leur garde, elle a décidé de joindre les Covenant, qui sont un groupe, comme on le sait, beaucoup plus radicaux, beaucoup plus intenses. Donc, c'est pour cette raison-là qu'elle s'est liée à eux plutôt qu'aux Jedi. Donc là, Zane tente de lui faire comprendre que le talisman qu'elle a en sa possession, ne va que provoquer la destruction et la mort. Céleste lui dit que Carness veut quitter Jebel, la planète Jebel, pour répandre les ragoules dans toute la galaxie. Carness, c'est l'esprit du Sith qui est dans le talisman. Elle veut que Zane le tue, elle veut que Zane la tue pour empêcher que cela se produise. Mais Zane, lui, a une autre idée qui pourrait tout aussi fonctionner sans nécessairement tuer Céleste. Ils vont utiliser l'objet Sith, le Lord Drepas Oubliette, l'oubliette Sith qu'on avait vu dans l'autre numéro juste avant, pour enfermer et bloquer l'influence du talisman. Puis à ce moment-là, elle lui remet une clé pour qu'il puisse l'emmener par la suite, emmener Céleste qui va être dedans l'objet, l'oubliette. Ils vont l'emmener à Audrin, au Sanctum of
the Exalt, car là-bas, ils vont peut-être savoir quoi faire pour l'aider. Sanctum of the Exalt, ça c'est un endroit où que Céleste devait apporter le talisman pour être analysé par le Covenant, donc c'est pour ça qu'elle lui donne la clé qui va leur permettre d'accéder à cet endroit-là. Puis là, elle espère de cette façon-là que si eux se présentent là-bas avec Céleste et le talisman, ils vont être capables de séparer l'emprise de ce talisman-là sur elle. Avant de fermer l'oubliette site, elle lui dit de trouver Krinda, parce que selon elle, si tout ce que Zane lui dit est vrai, Krinda n'aurait jamais accepté que les Padawans se fassent tuer. Donc, elle va pouvoir les aider si Zane réussit à la trouver. Puis là, à ce moment-là, une fois qu'il ferme l'oubliette, on voit que l'influence du talisman sur les Ragouls commence à s'éteindre, à arrêter. Puis là, on voit que les Ragouls commencent à pourchasser Zane et Griff. Mais à ce moment-là, le vaisseau de leurs amis arrive pour les sauver, parce que Zane, tantôt, avait réussi à les contacter en leur donnant leur position. Puis là, ils arrivent et ils réussissent à les sauver avant qu'ils soient attaqués par les Ragouls. Une fois arrivé en orbite, Zane aperçoit le vaisseau de Casus Fett qui sort de l'hyperespace, puis aussitôt qu'il arrive, il se met à bombarder la surface de la planète pour éliminer toute menace de l'infection. Là, on voit que Zane il est horrifié. C'est pas du tout ça que lui avait l'intention de créer quand il avait contacté Casus Fett. Là, il voit que Casus Fett, lui, sans problème, il élimine tout son peuple qui se trouve à la surface. Tout ça pour éviter la propagation de cette infection extrême de Ragul. Puis là, un peu plus tard, on voit que pour honorer la mort de Céleste, Zane décide de faire ce qu'il lui a dit. Puis là, il va mettre fin au Covenant, puis laver son nom enfin. Puis là, une dernière petite image avant qu'on termine l'arc. On voit à la fin une image de l'oubliette Sith qui s'enfonce tranquillement dans le fond de l'océan de la planète Jebel qui vient tout juste d'être bombardée. Puis là, cet objet-là qui ressemble à un gros cercueil, là, si on veut, qui est rendu au fond de l'océan. Puis c'est comme ça que se terminait cet arc-là pour Vector. Je vous dirais que la série Vector, l'arc Vector, l'histoire de cet arc-là est quand même très intéressante. Les Ragouls, sous l'influence du talisman mûr, c'est quelque chose. Pour de vrai, tu voudrais pas tomber face à face à un Raggoul sous l'emprise de ce talisman-là. C'est quand même assez intense. Ils font peur. Puis on voit vraiment le danger que ça aurait pu créer s'il avait réussi à sortir de cette planète-là puis de commencer à se répandre partout dans la galaxie. Là, ça aurait été quelque chose. Je pense que ça aurait changé la galaxie comme on la connaît maintenant dans Star Wars. Pour un crossover, moi, j'ai pas lu énormément de comics dans ma vie. Là. C'est quelque chose que je suis encore en train de découvrir là, avec Star Wars. Je n'avais pas vraiment lu dans le passé. Puis, un crossover qui s'étend sur une aussi grande période de temps, c'est quand même étrange. Là, surtout quand nous, on le lit de façon chronologique. Parce que faut savoir que quand ce crossover-là est sorti, les séries, si je me trompe pas, là, les séries comme Knights of the Old Republic, là, je pense que je vous avais dit aussi Dark Times, Rébellion, puis Legacy, mais c'est des séries qui étaient comme ongoing, là, qui sortaient encore, qui étaient actuelles. Fait que les personnes qui allaient lire le crossover, possiblement qui lisaient déjà les 4 séries, donc ils auraient toutes connu la totalité de l'histoire en une courte période de temps. Mais comme nous, on fait la lecture de façon chronologique, mais je vous le dis, avant de voir la fin de cette histoire-là, ça va être dans plusieurs années. Si vous restez avec moi. Fait que, si vous êtes curieux puis que ça vous tente, allez la lire au complet. Là. Moi, je l'ai même pas fait parce que je fais exprès d'étirer mon plaisir puis je vais vraiment le faire de façon chronologique. Mais ça fait un peu étrange d'avoir un crossover comme ça qu'on va arrêter en plein... comme là, au quart, puis c'est tout. Fait que c'est quand même quelque chose d'étrange. Mais aussi, comme je vous disais, je suis très content que là, enfin, Zane décide de faire tomber le Covenant et Lucien Dray. Donc, les prochains numéros, d'après moi, risquent d'être quand même intéressants. Puis là, j'avais le goût d'ajouter une petite chose que je faisais pas avant, mais que je vais l'essayer pour le fun. J'aimerais ça prendre le temps, après chaque lecture, de vous mentionner peut-être une scène marquante ou quelque chose que j'ai trouvé, comme mettons la meilleure scène, si on veut, soit dans un roman ou dans le comic. Puis là, je me disais que pour
l'arc Vector. La scène un peu que moi j'ai trouvé la plus intéressante, c'était le moment où le talisman abandonne Pulsifer pour rejoindre Zane, puis que Pulsifer, bien évidemment, se fait tuer par les créatures qu'il contrôlait, que lui contrôlait plutôt. Évidemment aussi suivi par Céleste qui se fait posséder par le talisman, puis qui a une vision du Seigneur Sith, Carnesmur. C'était quand même une belle scène dans cet arc-là. Donc, on va l'essayer comme ça. Si jamais c'est intéressant, je vais continuer à prendre le temps de vous en mentionner une comme ça. C'est quelque chose que j'avais le goût d'essayer cette semaine. Sinon, prochain épisode, on poursuit les Knights of the Old Republic. Cette fois-ci, ça risque d'être un épisode un peu plus court que cette semaine parce que l'arc qu'on va parler, qui se nomme Exalt, c'est seulement en 2 numéros, le 29 et 30. C'est le 9e arc des Knights of the Old Republic. Puis je voulais m'en tenir à ça parce que la semaine d'après, on va être rendu dans quelque chose d'autre complètement qui n'aura pas de lien avec Knights of the Old Republic, fait que je voulais pas les mélanger. Petit résumé rapide, là. On voit que Jarael, qui est déguisé en Céleste Morne, arrive sur Audrine, accompagné des frères Mumo qui transportent une énorme caisse. Puis là, ils sont escortés au Sanctum of the Exalt. Évidemment, l'endroit que Céleste avait dit à Zane de la conduire si jamais il réussissait à quitter la planète Jebel. Donc, ça va être la suite, finalement, des événements. Puis on va voir là qu'est-ce qu'ils vont tenter d'aller chercher comme information grâce à la clé que Céleste lui a remis. Donc, quand même, hâte de lire ça. Je ne l'ai même pas lu encore. Donc, je vais découvrir ça très, très bientôt. Puis, on va s'en reparler la semaine prochaine. Sinon, comme toujours, si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire à mon courriel, masemaine@gmail.com. Sinon, vous pouvez aussi aller sur YouTube pour voir le contenu des émissions. Puis aussi, je vous partage des petites vidéos pour vous montrer mes livres que je reçois, les livres que je lis, ces choses-là. Sinon, sur Facebook et Instagram, allez faire un tour là. Je publie plusieurs lectures que je fais, des fois des petits messages, des choses comme ça, juste pour vous tenir au courant un peu de mon avancement. Puis aussi, je vous indique quand il y a des nouveaux épisodes qui sont disponibles. Puis, petit rappel, comme je vous ai dit au début de l'émission, j'ai changé le titre de ces pages-là pour Ma Semaine SW au lieu de Ma Semaine Star Wars, tout simplement pour pas que la page se fasse fermer dans un futur. Sinon, l'épisode et tous les épisodes sont disponibles sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et sa plateforme Audible. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là. C'était vraiment le fun cette semaine. Puis comme je vous dis tout le temps, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars, puis nous, on se dit à bientôt. Salut!